Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Ce soir on va attaquer un live un peu particulier puisque ce sera pas du jeu vidéo, ce sera pas du react ou quoi. Ce soir j'ai ramené un pote qui s'appelle Aziz, qui est un copain que j'ai rencontré en classe préparatoire. C'est le frère d'un de mes potes. Aziz, dans la vie de tous les jours, toi tu travailles dans le domaine de la recherche, notamment dans l'intelligence artificielle appliquée à plein de domaines différents. C'est ça, exactement. Et ce soir on a décidé de faire un petit live parce que pendant qu'on prenait un verre l'autre fois, on s'était fait le constat que de manière générale l'IA est très critiquée sur internet. Et en fait il faut savoir que Aziz, ça lui pète les couilles. Il en a marre que vous critiquiez son domaine d'expertise. On vous a préparé un bon sujet, on a fait une bonne présentation. Aziz, est-ce que tu pourrais te présenter au chat? Bah déjà, merci beaucoup de me recevoir. C'est très marrant ce que tu disais sur ça me pète les couilles les trucs d'IA, parce que le jour où on s'était vu, en fait, j'avais pris un Uber ce jour-là et donc je parlais avec le chauffeur et je lui disais je fais ça, je fais de l'IA et tout. Et vraiment le mec était parti direct en mode ah mais c'est pour l'IA, ça va contrôler le monde. Moi je déteste ce que vous faites, ChatGPT tout ça là, je me suis bloqué de mon téléphone et tout. Je vous déteste. Et vraiment donc j'étais arrivé au vert et j'avais ça dans la tête et j'étais en mode ah, vraiment c'est relou. Mais donc ouais, donc Aziz, enchanté. Après le bac j'étais un peu perdu, un peu comme tout le monde. Je me suis retrouvé un peu dans ça, tout ce qui. Il a toujours été intéressé par la médecine et puis HEC propose des offres de double diplôme, ce genre de choses, et donc j'ai un peu négocié avec eux. Je leur ai dit si je postule au MIT et que je suis admis, est-ce que c'est possible de valider ça dans mon parcours. Quand tu es dans les facs américaines, en général ce qui se passe c'est que tu peux faire de la recherche avec un prof et ça t'aide à payer les frais de scolarité en gros. Et du coup moi arrivé là-bas je me suis dit bah vas-y, c'est quoi les sujets qui peuvent m'intéresser. J'ai tapé IA, médecine, MIT, j'ai pris le premier prof qui est tombé, j'ai vu ce qu'elle faisait en fait, travailler sur le cancer, sur détecter le cancer, traiter le cancer. J'ai trouvé ça hyper intéressant et ça me touchait particulièrement, je voulais vraiment travailler sur ce genre de sujet. Donc je lui ai envoyé un mail, je lui ai dit salut, est-ce que je peux travailler avec vous, et on a eu un entretien. Elle m'a dit let's go, et je fais ça depuis 2 ans maintenant. Depuis 2 ans. On va peut-être poser les bases pour les quelques-uns qui ne savent vraiment pas ce que c'est, parce qu'il y en a toujours. Est-ce qu'on pourrait donner un petit peu les bases de l'IA pour tout le monde, quoi, On voit beaucoup ces derniers temps tous les trucs de ChatGPT, d'IA générative, même les covers IA, des streamers et tout ça. Tout ce qui est génératif c'est venu un peu plus tard. De base, ce qu'on faisait c'est qu'on avait des problèmes, on essayait de prédire ce qui allait se passer dans le futur. Par exemple, ça peut être dans le domaine du marketing, où tu vas essayer de prédire quelle population tu dois viser pour faire en sorte que ton produit se vende bien. C'est un peu ce que fait Facebook, ce que font Instagram, tout ça. Et c'est plein de problèmes comme ça. On décline en fait pour remplacer un peu l'humain dans de la prise de décision. Alors tu parles notamment de cover IA, je t'ai dit que je voulais garder ça, mais mec, c'est une dinguerie, parce qu'il y a des gens qui disent que l'IA ça va contrôler le monde et tout. Vous vous rendez compte de ce qu'on fait avec l'IA actuellement ou pas? Parce que les gens ils ont peur de ces technologies, mais sachez que les gens d'internet ils s'en servent mais d'une manière incroyable. Mesdames et messieurs, devant vos yeux ébahis, un cover qui a été réalisé par un mec que je ne connais pas sur du Central C feat C-Tuff. The madam doing consider a fast on hotel smoking cigarette mixing codeine up with a Finnegan. She won't fake but she wanna get Finnegan. C'est pas incroyable. Attends le couplet de Tito, frérot. Oui, c'est la voix française des. C'est fou, hein. Voilà ce que les gens font de l'IA actuellement. C'est marrant. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il y a des perspectives vis-à-vis de ça? Et qu'est-ce qu'on pourrait dire pour rassurer les gens qui arrêtent pas de dire l'IA va détruire le monde? Il y a plein de sujets autour de ça. Le premier c'est que le côté législatif et le côté pouvoir public, politique et tout est vraiment en retard par rapport aux avancées qui arrivent. Pour l'instant c'est un peu la jungle où tout le monde fait ce qu'il veut et puis tout est ouvert. Et il y a un moment où concrètement ça va arriver, il va y avoir de plus en plus de lois et de choses qui vont encadrer tout ça. Et en fait quand tu regardes c'est la même chose que les histoires de copyright ou ce genre de choses, tu vois. Concrètement n'importe qui pourrait utiliser des morceaux copyrightés, les resampler, ce genre de choses, mais en fait c'est régulé et il y a des gens qui sont là pour en garde-fou. Et donc je pense qu'il y a un côté législatif où ça va rattraper ce genre de problème. En fait pour l'instant ça buzz pas mal parce que c'est un peu gadget, c'est un peu nouveau, les gens découvrent ça et tout, mais en fait il y a un moment où ça va s'essouffler aussi, quoi. Tu m'avais parlé notamment de comment l'IA pourrait servir à des causes très importantes, que ce soit dans le domaine médical mais également dans l'environnement. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu davantage? Typiquement quand tu arrives au MIT, il y a un cours qui s'appelle IA pour un monde meilleur, et j'ai plein de profs qui travaillent sur des sujets de recherche hyper passionnants. Il y en a un qui travaille par exemple sur côté environnement, comment aider les pompiers à gérer les feux de forêt. Et l'IA pourrait faire quoi vis-à-vis de l'environnement et les feux de forêt, genre? Là c'est un vrai problème de supply où en fait le feu est énorme puis ça se propage à une vitesse où c'est un peu aléatoire, c'est un peu chaotique et on sait pas comment gérer ça et on sait pas où faut déployer des pompiers, faut mettre de l'eau tout simplement. Et en fait j'ai un prof au MIT qui travaille sur ça où concrètement il prend des images satellites d'un incendie et puis il te prédit sur les jours à venir comment le feu va se propager, à quel endroit, et du coup où en avance tu dois mettre des pompiers et où en avance tu dois préparer des stocks d'eau pour éteindre ces endroits là. Et donc du coup l'IA va comparer différentes images d'incendie, la progression de plein d'incendies différents. Exactement. Pour savoir comment va progresser celui-ci. Exactement. Tu vois je disais tout à l'heure on a un peu cette image de l'IA hyper automatique où c'est vraiment une intelligence qui fait tout d'elle-même par elle-même, et en fait c'est pas vrai parce que de plus en plus ce qui marche c'est un peu des trucs où t'as de l'IA, une base d'IA, mais t'as aussi des
gens qui ajoutent des trucs un peu à la main, un peu artisanaux. Typiquement dans ce genre de problème, ton IA, tu lui donnes pas juste les images et les anciens feux, mais tu peux aussi ajouter des composants comme les prédictions météo, les prédictions du vent, comment le vent va souffler, vers où ça va souffler. Ouais, donc vraiment un travail main dans la main, pas forcément. Enfin, de toute façon, c'est souvent ce que les gens qui sont pas dans les extrêmes réfléchissent, c'est qu'on se dit que très souvent l'IA c'est plus un outil. On va s'en servir un peu, ça facilite le travail, mais après dans la finalité, ce sera toujours l'humain qui aura le dernier mot, quoi, et qui l'utilise. Ouais, carrément. Est-ce que tu pourrais du coup nous parler de ton domaine d'expertise pour savoir en quoi l'IA peut nous aider dans le domaine de la santé, de la recherche contre le cancer? C'est un domaine sur lequel j'ai toujours un peu envie de travailler. Moi-même j'ai eu leucémie quand j'étais plus jeune et donc en fait quand je suis arrivé au MIT j'avais un peu l'envie de travailler sur ce genre de sujet. Et en fait il se trouve que la prof avec qui j'ai postulé et qui m'a pris, elle-même, il y a une dizaine d'années elle a eu un cancer du sein, donc je l'ai rejoint et en fait on travaille sur plein de sujets différents liés à la médecine. Les gros trucs qui ont bien buzzé dans le labo et pour lesquels on a eu pas mal de reconnaissance, c'est des sujets de diagnostic du cancer. Ça c'est la partie banger de son travail les gars. Quand il me l'a dit mec j'étais sur le cul. Pour l'instant, on a fait ça pour le poumon et le sein, mais donc en gros, tu prends des images de mammographie et en fait, les femmes à partir d'un certain âge, dans les pays développés, elles ont des mammographies de contrôle tous les 2 ans pour vérifier qu'elles n'attrapent pas un cancer. Avec cette méthode, tu prends une mammographie de contrôle où il n'y a rien et puis en fait, tu dis cette personne-là, dans 3 ans, elle va avoir un cancer. Et puis, tu es à 90% de précision. Et tu fais pareil pour le poumon. C'est un peu une nouvelle manière d'utiliser ces images parce que les médecins, en gros, ils sont entraînés à prendre une image et à te dire là, il y a une tumeur ou pas. Ils sont pas entraînés à te dire dans 3 ans, on va avoir une tumeur à cet endroit. Et en fait, ce que tu fais, c'est que parfois, 1 an de retard, c'est déjà trop tard pour traiter quelqu'un malade. Et donc en fait c'est un vrai avantage de pouvoir dire à cette personne bah toi tu dois vraiment revenir en 3 ans parce que je pense que tu vas avoir un cancer en 3 ans. C'est encore plus important dans les pays en voie de développement où les gens n'ont pas les moyens de venir faire des mammographies tous les 2 ans. En fait tu prends une mammographie à 40 ans, ces genres de personnes en général elles vont pas revenir avant 10 ans tu vois. Et en fait si elle sera pas un cancer au milieu c'est pas de chance. Ouais, pas de chance, c'est trop tard. En fait le truc c'est que forcément le médecin quand il voit une mammographie il va se dire bah y a rien, rentrez chez vous êtes bien. Puis après on découvre 3 ans plus tard qu'il y a un souci et pour ceux qui se demandent comment on fait ces détections là via l'intelligence artificielle, c'est très simple. En gros, l'IA va comparer plein de mammographies différentes de différentes femmes qui ont développé un cancer à partir d'une sorte de radio qui, a priori, n'est pas problématique. Mais comme ces femmes ont développé un cancer quelques années plus tard, bah en fait, l'IA va pouvoir repérer un schéma dans une zone bien précise d'une mammographie de la patiente. Et en fonction de toutes ces données-là, l'IA peut déterminer à un certain taux de précision que la personne qui, pour l'instant, est saine, va attraper un cancer dans 3 ans. Exactement. Et en fait, il y a plein d'intérêts à ça. Au-delà du fait de juste prédire les cancers, il y a un truc qu'on met en avant aussi dans notre recherche. Les médecins ont des facteurs de risque. Ils disent si tu as tel gène, t'as tel facteur de risque. Si tu as une personne qui a un cancer dans ta famille, t'as tel facteur de risque, etc., etc. Et en fait, ces méthodes, elles ont des précisions. Et en général, ces méthodes-là, qui sont utilisées partout dans le monde, c'est un peu des méthodes normalisées partout dans le monde, elles sont à 70% de précision. Donc, ils sont déjà bien loin de nos 90% à nous. Ces méthodes-là, elles ont été développées aux États-Unis. Et puis, en fait, si tu regardes et que tu testes ces méthodes uniquement sur des populations de femmes afro-américaines, de femmes hispaniques, de femmes arabes, tu tombes tout de suite à des 55% de précision, 56% de précision. Et donc, nous, ce qu'on essaie de faire avec notre IA, c'est de faire en sorte que ça soit quelque chose qui soit pas biaisé vis-à-vis des ethnies. On fait ça en entraînant l'IA sur des gens de populations différentes et puis aussi en validant. Et donc une grosse étude qu'on a faite, c'est que après avoir entraîné notre modèle, on est parti dans une dizaine d'hôpitaux à travers le monde et puis on a testé sur toutes ces populations-là et on a montré que la performance était la même partout. Et donc toi ton but c'est de déployer ces technologies dans les hôpitaux pour que les médecins s'en servent, puissent du coup s'aider de l'IA pour simplement sauver des vies. Ouais, exactement. Il y a des gens ils disent tu la vends combien ton IA? Et les gars on va jouer au juste prix. À votre avis cette solution quand on l'a fait débarquer dans les hôpitaux elle coûte combien? Beaucoup, des millions, 500K, 200 000, 10 millions. Zizo, je te laisse balancer le vrai prix. Non, du coup, on fait ça gratuitement. Une partie de mon taf, c'est en fait, je suis payé par le MIT pour aller voir les hôpitaux partout dans le monde et leur installer ça gratuitement. Et vraiment, pas uniquement l'installer, mais vraiment leur apprendre à l'utiliser, leur apprendre à le déployer, comment prendre des décisions avec, s'ils veulent le rendre meilleur, l'améliorer, tout ça, faire travailler avec nous. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. En fait, c'est vraiment de la recherche publique où on essaye de déployer ça au plus grand monde. Les papiers de recherche sont disponibles gratuitement et l'algo lui-même est disponible gratuitement sur GitHub. Donc vraiment, tout le code est dispo en open source sur Internet. Donc c'est transparent. Ouais, aussi, tu vois qu'il n'y a pas de douille, il n'y a pas de douille bizarre. La réalité de ton terrain, c'est qu'il y a beaucoup de médecins qui te disent non et qui ne veulent pas ça dans leurs hôpitaux. Pourquoi? Moi, en fait, en arrivant dans ce domaine, j'avais vraiment peur de me confronter à des médecins qui vont me dire ah mais l'IA va prendre mon métier, j'ai pas envie de ça et tout. Et en fait, pas du tout. Ce qui est rassurant parce que c'est pas le cas. En fait, c'est toujours le médecin qui a la décision finale. Et ça, ils le comprennent bien. Le premier facteur un peu bloquant, notre IA à nous, elle se base que sur les images. La médecine préventive de ces 10, 20, 30 dernières années, elle se base sur beaucoup de facteurs externes du type est-ce que ta mère a eu un cancer, est-ce que ta soeur a eu un cancer, est-ce que tu as tel facteur génétique. Et ils ont beaucoup de mal à appréhender l'idée que tu arrives à prédire et à avoir une bonne prédiction sans
utiliser ces facteurs-là. En fait, t'as beau leur montrer toutes les études que tu veux et tous les essais cliniques que tu veux et leur dire bah ça marche, ils ont du mal à comprendre ça. Et en fait, c'est un problème, je pense, qui a toujours existé et qui existera toujours autour de l'IA. C'est un peu, tu sais, c'est des modèles un peu black box. Tu sais pas exactement ce qui se passe à l'intérieur. Il y a une question un peu utilitariste de est-ce que je veux un modèle qui marche à 90% et oui, bah je comprends pas tout ce qui passe à l'intérieur, ou est-ce que je veux un modèle qui marche à 75% mais je suis capable de rationaliser chaque décision. Et il y a aussi des sujets de recherche dans l'IA où il y a des gens qui essayent de rendre ces modèles-là interprétables et qui essayent de reproduire les mêmes performances en les rendant interprétables. Et ça arrive, mais pour l'instant, les modèles qui marchent le mieux ne sont pas interprétables. On va essayer de venir sur un aspect un peu plus local, dans le sens où on va parler de la France. Ouais. Est-ce que tu as pu parler un petit peu à des gens qui seraient à peu près dans le même secteur, dans le même domaine sur notre territoire, ou est-ce qu'il y a un plan de, par exemple, déployer cette solution d'un point de vue plus global, ou est-ce que tu te dis que ça c'est d'abord dans un premier temps aux États-Unis et c'est les acteurs locaux en France qui vont développer cette solution de leur propre chef? On va faire ça d'abord dans les pays en voie de développement, parce que concrètement c'est eux qui en ont le plus besoin. À côté, les pays développés comme la France, où il y a des chercheurs comme ça et tout, ils peuvent trouver le papier, ils peuvent trouver le code gratuitement sur internet, ils peuvent l'installer eux-mêmes, tu vois, ils n'ont pas besoin qu'on aille les voir pour faire ça. Moi cette année, je l'ai installé dans une trentaine d'hôpitaux, un peu dans tous ces pays-là. Je suis partout en Amérique latine, en Asie, au Maroc, Nigeria. Ouais. C'est déjà en train de se déployer à l'aspect global. À la fin de cette année, on a un peu atteint ce but de le développer dans les pays en voie de développement et que maintenant il y a un peu un effet de réseau où les hôpitaux dans ces pays-là en parlent entre eux. Donc maintenant ils s'échangent les trucs entre eux, et ils arrivent à se faire ça entre eux sans passer par nous. On revient vers toucher l'Europe. Une fois que les pays développés en voie de développement ont cette solution, ils en parlent, mais du coup même les pays développés se disent bah regardez ce qu'ils font dans ces pays-là, nous on va faire pareil. Exactement. Et vu que tu en parles aussi, si dans le chat il y a des gens qui travaillent dans les hôpitaux en France, ou des médecins, ou même du personnel médical qui travaille dans les hôpitaux, vous pouvez me contacter sur LinkedIn, Aziz Ayed sur LinkedIn. Ayed, A-Y-E-D. Ouais, n'hésitez pas, et ce sera un plaisir de discuter. N'hésitez pas, n'hésitez pas. En plus de ça, c'est gratuit. c'est très important de le préciser. Est-ce qu'on peut parler du coup de l'autre domaine d'expertise, le don d'organes? Alors je t'avoue que quand j'ai lu ça, j'étais en mode quoi? Ce sujet, j'ai eu l'idée l'année dernière et j'en ai parlé à ma superviseure l'année dernière. Elle a eu la même réaction que toi. Elle était en mode mais qu'est-ce qu'on va faire avec le don d'organes? Et en fait, j'ai un peu eu cette idée parce que comme je disais tout à l'heure, moi j'ai eu une leucémie et j'ai eu moi-même un don de moelle quand j'avais 12-13 ans. Et en fait, ayant vécu le process de l'intérieur, j'ai vu un peu tous les problèmes liés à ça. Il y a un constat qui est assez terrible aux US. Pour faire un don d'organes, il faut établir une compatibilité entre un donneur et un receveur. Les manières d'établir cette compatibilité, c'est un peu des facteurs génétiques et c'est un peu la même manière qu'on utilise depuis 50-60 ans. En fait, ça se base sur 12 gènes qui sont les gènes qui codent un peu le système immunitaire, qu'on appelle les HLA. Et en fait, c'est un peu les gènes qui déterminent comment ton corps, comment ton immunité va réagir à des agents extérieurs. Et en fait, on dit que pour que deux personnes soient compatibles, il faut qu'elles aient au moins 10 sur ces 12 gènes qui soient identiques. Sauf que chacun de ces 12 gènes, il y a 300 versions possibles. Pour qu'il y en ait 10 qui soient identiques, c'est 1 sur 300 puissance 10 quoi. Aux États-Unis, il y a un rapport qui est sorti très récemment qui dit que pour le don d'organes, il y a je crois une quarantaine de personnes qui meurent tous les jours parce qu'on trouve aucun donneur compatible pour leur donner un organe. De l'autre côté aussi, 22% des organes qu'on collecte sont jetés parce qu'on soit on trouve personne à qui les donner, soit on arrive trop tard, soit tu vois. Tu m'avais dit cette stat. C'est une dinguerie. C'est fou mec. Avant de lire ces stats, j'avais jamais en tête le fait qu'on pouvait jeter des organes pour le greffer à quelqu'un et tu vas dire bah en fait c'est trop tard, je vais le jeter. Ou je trouve personne à qui le donner, bah tant pis. Alors que pour une IA, tu peux l'entraîner à dire bah ok ces mecs là ils sont à 6 sur 12 gènes identiques, mais en fait il se trouve que bah, les 6 qui sont différents, ils sont quand même assez similaires. Et en fait si on faisait un greffe entre eux, ça va marcher hyper bien. Et ça va marcher même mieux que des mecs qui sont à 10 sur 12, à 11 sur 12 ou quoi. Donc pour faire ça, je me base sur des modèles de langage. En fait, modèles de langage, c'est tous les modèles type ChatGPT qui sont capables de prendre de l'information textuelle et puis de comprendre l'information textuelle et de faire différentes choses à partir de ça, soit de la traduction, soit répondre à tes questions, ce genre de choses. D'accord. Et tu le convertis du coup l'expression des gènes en quoi du coup pour que ce soit un modèle de langage? La langue c'est le français et puis tu as des mots dans le français et puis tu as des phrases en français qui ont des sens et puis moi je dis bah mon langage c'est le génome et puis mes phrases c'est les gènes et puis en fait tu sais les gènes tu sais c'est ACGT, c'est nucléotide. Oui. Et donc je dis ACGT, c'est les mots qui forment la langue. Et puis tu dis, en fait maintenant je vais essayer de trouver des phrases qui ont des sens similaires, des phrases synonymes. En termes d'expression de gènes, qui permettrait du coup de trouver le donneur compatible à un autre. Exactement. Et donc tu dis, bah ok ce gène là il est différent de celui-là, mais en fait le sens est le même, c'est synonyme. Ça c'est un peu mon projet de cœur, c'est vraiment... Bah, c'est toi qui as l'initiative de ça du coup au sein de ton centre de recherche. Ouais.
point où on en est dans l'IA actuellement, il y a toujours une fonction que tu cherches à optimiser. C'est un objectif que l'humain lui impose. Tu pourrais penser à, mettons que dans 15 ans, tu arrives à faire des robots et à leur mettre des algos dans leur tête et à faire en sorte qu'ils soient assez libres pour vraiment prendre des décisions comme ils veulent. Pareil, quand tu codes une IA, en fait, tu lui donnes un peu les décisions qu'elle peut prendre. Est-ce que tu peux dire faut tel traitement ou pas? Et en fait, mettons que dans 15 ans, on arrive à faire des robots qui peuvent prendre des décisions beaucoup plus complexes et vraiment comme un humain, ça sera quand même une fonction optimisée, tu vois. Et en fait, la fonction, ça peut être, pour être proche d'un humain, tu vas lui dire, il faut maximiser ta survie, pour faire en sorte que tu vas survivre au maximum. Mais en fait, c'est pas un humain, tu vois, parce que parfois tu prends des risques, tu prends des décisions et tout qui sont complètement à l'inverse de instinctivement ce que tu aurais voulu faire. Tu sais, le risque de, j'en sais rien, poursuivre une carrière de youtubeur, de commencer de zéro, alors que tu aurais pu faire un truc beaucoup plus safe, beaucoup plus machin et tout. C'est dur à implémenter ça dans une. Si tu donnes comme objectif la survie, à aucun moment elle va prendre ses décisions, tu vois. C'est un truc de guts où vraiment faut se dire c'est au culot et vas-y, ça c'est un truc purement humain, tu vois. C'est difficile. Mais il n'y a pas une réponse unique, genre 0 ou 1 en mode ça, binaire que l'IA pourrait comprendre facilement, quoi. Exactement. Pour l'instant, en tout cas, on n'en est pas là. Et pour ce que je disais tout à l'heure, tu vois. Moi, encore une fois, pour le coup, ça c'est ton interprétation. Mon interprétation de ce problème. Bah, moralité, les amis, ça trouve énormément d'applications, notamment pour faire en sorte que notre monde devienne un monde meilleur. Forcément, il faut des législateurs parce que c'est encore une technologie qui est en train d'émerger. Donc on n'est pas à l'abri de pas observer des dérives potentielles qui pourraient émerger. On est quand même sur une progression de l'humanité et le but c'est, on voit qu'il y a plein d'applications qui sont là pour le bien commun. Et donc on espère qu'à travers ce live, vous aurez des outils pour voir que l'IA c'est plus vaste que putain ça fait des miniatures YouTube à la place des graphistes. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Aziz, encore merci. Merci beaucoup. N'hésitez pas à le contacter sur LinkedIn. Passez une très bonne soirée. Ciao.